Alors j'avais initialement dans l'emploi du temps, on avait prévu de parler de l'intelligence artificielle, mais comme j'ai vu qu'on en avait beaucoup parlé ce matin, j'ai proposé de plutôt intervenir sur la gestion du changement en matière de conformité RGPD. Donc je me présente rapidement. Donc, moi, je suis secrétaire général de la FCDP, qui est une association de DPO que vous connaissez peut-être. On a à votre disposition des petits documents si le sujet vous intéresse. Donc, et puis, depuis 15 ans, donc, je m'occupe de conformité dans une grande compagnie d'assurance. J'ai commencé par être correspondant informatique et liberté, puis après, j'ai enchaîné avec le métier de DPO. Voilà, par ailleurs. Je suis enseignant dans un master en protection des données. Alors, l'idée, c'était de vous faire un retour d'expérience. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt toutes les interventions de ce matin, et effectivement, moi, je m'y retrouvais beaucoup, hein, même sur l'anonymisation tout à l'heure, là, puisque juste quelques chiffres clés. Je travaille donc dans une entreprise qui s'appelle CLP, donc 35 millions de clients actifs dans le monde, une quinzaine de pays. 5000 personnes, et puis par exemple, on parlera tout à l'heure des archives, simplement 18 km de linéaire d'archives, papier, parce que l'historique de l'entreprise est tel que bien, tout n'est pas numérisé, et donc vous voyez déjà, rien que faire le ménage dans les archives, il m'a fallu 10 ans pour convaincre la direction générale, mais je crois que justement les différents audits de la CNIL, puisqu'on a eu 4 audits en une quinzaine d'années, ont montré que la CNIL existait et qu'avec le RGPD, bien, les sanctions existaient et que, effectivement, les patrons voyaient d'un mauvais œil le fait d'avoir sur leur CV une sanction. Voilà. Alors, j'ai essayé de vous montrer ce que c'est que la gestion du changement dans un grand projet. Moi, j'ai été auparavant responsable de l'organisation, puis j'ai piloté aussi la création de la direction des risques. Et donc on voit bien que ce que je dis de manière régulière, c'est que la grande révolution du RGPD, c'est avant tout le fait de passer d'une logique de conformité à une logique de risque management. Et donc déjà, le fait d'avoir dans l'entreprise une connaissance des différents niveaux de risque opérationnel permet d'acculturer l'entreprise à cet esprit de risque. Donc il va falloir, comme on le disait ce matin, regarder les zones de risque et puis, pour ne pas se noyer, être capable de s'attaquer à ce qui est le plus délicat. Alors dans une compagnie d'assurance vie, première compagnie en France, on gère des données de santé. Et effectivement, à chaque fois que la CNIL est venue auditer les données de santé, c'est une méchante assureur, effectivement, il profile les prospects à l'assurance emprunteur en particulier, et bien sûr, ces données sont particulièrement regardées. Alors, on a commencé par ce projet, même si pendant une dizaine d'années, en tant que CIL, j'ai acculturé l'entreprise, le registre de traitement était déjà en place. On a vu qu'il n'y avait pas une grande différence entre la loi précédente et le RGPD. Si on avait déjà un bon registre de traitement, on n'avait pas un effort surhumain à opérer. Mais bien, il s'agissait là justement de monter un projet de mise en conformité pour justement acculturer toute l'entreprise aux nouveaux enjeux, puisque le montant de la sanction était d'un autre calibre. Alors voilà, donc différents projets, donc j'avais 15 sous-projets, piloté au plus haut niveau par un comité stratégique qui était piloté par le DG lui-même. On lui a fait comprendre que, effectivement, s'il y avait une sanction, c'est lui qui trinquait, donc il avait compris. C'est l'avantage d'avoir des énarques dans ce genre d'entreprise, c'est qu'ils visent avant tout à se protéger avant de protéger l'entreprise. Voilà, ça c'est juste une petite remarque personnelle. Et quand on connaît ce sujet, ça permet d'activer ce levier et d'enclencher une dynamique. Voilà. Donc des projets comme la révision de toutes les clauses, les mentions RGPD, donc par exemple 10 000 documents préimprimés qu'il fallait activer, parce que l'entreprise n'était pas encore
totalement dématérialisé, donc il faut être capable de faire ça pour effectivement le printemps de 2018, 18 km d'archives, donc là, je ne vous cache pas que ça nous a pris plusieurs années puisqu'on a clôturé le projet en juin dernier. Et puis mettre en place des outils, hein, puisque hélas, il fallait faire les AIPD rapidement, mais comme vous le savez, la CNIL, en mars 2018, n'avait pas un outil d'une grande fiabilité. Donc on a créé notre propre outil, et également, on a lancé des campagnes de formation. Voilà. De la même façon, il fallait bien entendu intégrer la logique du privacy by design de manière formalisée avec le lancement de nouveaux produits d'assurance, être capable dès le début d'intégrer les exigences, d'avoir un tampon du DPO. Et puis on parlait tout à l'heure de l'anonymisation. L'anonymisation, c'est un sujet, c'est où on détruit l'information numérique, où on l'anonymise, et dans une entreprise comme une grande compagnie d'assurance, eh bien il faut conserver l'historique, car la richesse d'une compagnie d'assurance, c'est la profondeur de son historique. Et donc, il faut être capable d'anonymiser tout en étant capable de mettre en place des algorithmes qui vous permettent d'évaluer le risque et donc de conserver au fil du temps toutes ces informations sans en perdre effectivement la richesse. Donc, une centaine de personnes dans ces différents projets qui étaient sollicitées ponctuellement, et puis une équipe de management qui a eu la chance d'avoir obtenu 5 équivalents temps plein de consultants pour activer toute cette comitologie, puisqu'on avait des comités de projet, des comités de sous-projet, des comités de pilotage et des comités stratégiques, avec le directeur général qui effectivement suivait ça de très près. Donc, à partir de juin 2018, on est passé, comme on dit en bon français, en run, hein, c'est-à-dire être capable de fonctionner, donc être capable de passer du mode projet au mode fonctionnement. Et il s'agissait bien entendu d'être capable de former aussi toute l'entreprise, donc des modules de formation en présentiel dans les amphithéâtres, puis après des déclinaisons métiers par spécificité, c'est-à-dire les ressources humaines n'avait pas envie d'entendre parler de marketing, le marketing n'avait pas envie d'entendre parler, par exemple, d'actuariat, hein, de data science, et puis de la même façon, les gens qui s'occupaient d'assurance n'avaient pas envie d'entendre parler de ressources humaines. Donc voilà, donc des modules spécifiques pour venir former les gens en pointant effectivement nominativement les personnes pour être capable de montrer d'atteindre un objectif qui était de former 85% d'un effectif de 5000 personnes. C'est pas si simple sur une année de réussir à atteindre ce taux. De la même façon que on a eu l'idée aussi de l'année précédente de la mise en conformité, c'est-à-dire de 2018, inciter, réussi à mettre l'intéressement sur le taux de participation à la formation. Dit autrement, on touchait une participation si on avait plus de 85% de personnes formées. Voilà, donc ça c'est un levier, parce que on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, dit le proverbe, donc on a essayé d'inciter les gens avec cette prime donc, à la formation. De la même façon, il s'agissait, pour gérer le changement, donc toutes les strates, de faire en sorte de former la direction, donc le comité directeur, de la même façon que le conseil d'administration, donc là c'est un peu plus délicat, hein, être capable au bon niveau, puisqu'effectivement on peut leur parler de processus très fins, mais de faire comprendre l'enjeu au conseil d'administration. Alors vous me direz, le sujet à cette époque avait été aussi beaucoup médiatisé, puisque tout le monde s'attendait à ce que ce soit quelque chose d'important et à enjeu. Un autre sujet qui me paraît important aussi dans la gestion du changement, c'est de faire en sorte que le comité social et économique soit de votre côté et informé. Voilà, donc j'ai eu l'occasion, ce que je faisais déjà quand j'étais CIL, chaque année de présenter mon bilan pour faire comprendre que les syndicats pouvaient être
quelque part, pour le CIL comme pour le DPO, effectivement, un accélérateur, se rendre compte que, bien, dans les algorithmes même de surveillance, par exemple, eh bien, on peut voir que le DPO va faire en sorte de bien vérifier que les traitements sont conformes et ne sont pas excessifs. Voilà. Hein, on peut voir que de temps en temps, sans dire du mal de certains, il y a des directeurs de la sécurité physique qui aimeraient bien mettre des caméras un petit peu n'importe où. Voilà. Hein, on a eu l'occasion de déménager, nous, de notre siège social, eh bien, on s'était amusé à mettre des caméras dans les vestiaires, simplement parce qu'on voulait vérifier les casiers qui contenaient les affaires des gens qui venaient faire du sport. Voilà, mais on voyait bien que c'était pas tout à fait conforme à l'esprit du RGPD. Alors, 85% des personnes formées, donc sur 5000 personnes, c'est beaucoup d'efforts. C'est aussi des roadshows, être capable aussi d'aller sur le terrain, pas faire ça de manière ou à distance, même si avec l'effet Covid, bien sûr, dans un second temps, on n'a pas eu le choix, mais être capable d'aller en région, d'aller à l'étranger aussi et de faire ces topos en concertation, en collaboration aussi avec le RSSI. J'insisterai beaucoup sur le fait que l'important de bien s'entendre avec le RSSI, vous savez très certainement, et une des manières de montrer qu'on avançait ensemble, eh bien, c'est de faire des formations, et on lui accordait dans ce roadshow une petite demi-heure, même si la formation durait 4 heures, avec effectivement des interactions. On a mis en place des interactions sur le téléphone, des petits quiz pour montrer que chacun s'empêchait peut-être certains de dormir et puis de montrer les résultats et de créer une certaine stimulation avec des jeux concours pour inciter les gens à effectivement s'investir. Ce qui est important aussi, c'est de créer une dynamique de stimulation, un peu de compétition entre les différentes directions, c'est-à-dire qu'on avait des indicateurs qui nous permettaient de voir que telle direction avait participé de manière plus active qu'une autre. Et ça, quand vous avez un directeur qui a son indicateur qui est vert et un autre qui a son indicateur qui est orange, ça crée une certaine dynamique et tout de suite, vous pouvez essayer d'activer des actions pour rectifier la chose. D'autant plus que, comme vous l'avez compris, ces éléments sont reportés à la direction générale, donc le directeur général s'amuse à titiller ces directeurs qui ne sont pas de couleur verte. Voilà. Un autre élément peut-être un peu original, c'était d'utiliser ce qu'on appelle, nous, la journée des parents. Chaque année, on a une journée des parents où les parents invitent, c'est une entreprise assez sociale, invitent par exemple leurs enfants à découvrir leur lieu de travail. Et j'ai eu l'occasion de faire des sensibilisations à la protection des données à ces adolescents. Par exemple, comment, à l'époque c'était Facebook, maintenant c'est un peu dépassé, comment configurer son compte Facebook, comment sensibiliser les gens avec les enfants, les ados, avec des petites vidéos qui sont assez ludiques et qu'on trouve facilement sur YouTube. Bon, voilà, donc l'idée c'est pour sensibiliser les collaborateurs, c'est de passer un peu par l'émotion, par le sentiment, par la relation parent-enfant, pour dire, bah oui, tiens, c'est vrai que en dehors de mon milieu professionnel, eh bien, la protection des données, ça concerne aussi tout citoyen, ça concerne mes enfants, ça concerne mon conjoint, etc. Voilà, donc essayer de casser un peu cette contrainte qui souvent est vue de manière négative. Le RGPD, c'est pas forcément le sujet le plus folichon qui attire tout le monde. Voilà. Alors, un autre sujet qui était important, c'était de donner du sens aussi à tout ça et de poursuivre la sensibilisation.
Une façon de faire, de lancer le RGPD, c'était de faire une fête, de faire un pot de lancement, voilà, donc avec le directeur général, de faire un gros gâteau avec le drapeau européen et puis le logo RGPD. Une année plus tard, quand on a lancé, une fois qu'on avait lancé le RGPD, on a fait des petits cookies pour fêter, avec le petit logo européen, pour fêter cette avancée et l'implication de chacun. Donc voilà, donc c'est important aussi, vous voyez, beaucoup de personnes étaient sollicitées, c'était de leur apporter aussi en retour une satisfaction et aussi de les amuser. On a eu l'idée aussi de pouvoir faire des jeux concours par équipe, par exemple, on avait fait concevoir des petits jeux d'aventure sur téléphone. Donc on s'associait par équipe et puis on essayait de répondre à des questions et on gagnait on se baladait, on trouvait comme des trésors et il fallait gagner pour gagner un prix. Voilà, donc essayer d'utiliser ce qu'on appelle la gamification pour atteindre une certaine touche de générationnel. Parce qu'on voit que dans l'entreprise, tout le monde ne réagit pas à tout. Il y a des gens qui réagissent beaucoup à l'écrit dans le domaine de l'assurance, plutôt les anciennes générations. Après, il y a des gens qui réagissent beaucoup à la vidéo, d'autres beaucoup au jeu. Donc voilà, être capable d'activer différents supports pour atteindre toutes ces cibles. Parce que les plus difficiles, c'est les plus jeunes à mon sens, parce qu'il faut trouver des nouveaux moyens. Par exemple, la gamification peut être un canal. Voilà. Après, ce qui est important, c'est aussi, on a créé le Privacy Day, c'est-à-dire tous les 28 janvier, le jour de la protection des données, eh bien, on loue un studio de télévision, on fait en direct des topos, on invite des gens, comme les gens de l'ANSSI, ou on fait un topo avec le RSSI aussi, on échange par chat, et puis on se connecte à tous les pays et on fait en direct une traduction par des outils en sous-titrage pour que justement tout ça enclenche une certaine dynamique. Voilà. Tout ça est enregistré et puis posté sur les sites. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le support de la direction générale, comme vous l'avez compris. Donc, moi, je me rappelle que le directeur général avait voulu, en 2018, faire une petite vidéo de sensibilisation le jour J. Voilà, donc ça, si vous pouvez bénéficier de votre direction de la communication et de l'appui du directeur général, forcément, il y a peu de gens qui s'opposent à un directeur général. Voilà, en général, comme on dit. Et ça, c'est vraiment une grande chance. De la même façon, on peut utiliser des relais professionnels sociaux en interne. On avait créé un groupe RGPD qui est encore actif, vivant, et qui permet de faire de la veille ou de diffuser dans l'entreprise les messages clés. Voilà. De la même façon, il est important, quand vous avez des filiales à l'étranger, d'apporter un plus, c'est-à-dire que pas d'être comme un vecteur de contraintes, mais d'apporter des supports dans la langue. Par exemple, on avait tout traduit en anglais, en italien avec des traducteurs, en brésilien, en espagnol, et d'apporter tout ça un peu pré-mâché, si je puis dire, avec l'objectif d'intégrer les particularités de l'entreprise, parce que, comme vous le savez, selon la taille d'une filiale, eh bien, les choses sont plus ou moins différentes, même si notre logique, c'était toujours d'avoir des DPO locaux et non pas un DPO mondial, parce qu'à notre sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans la mesure où il faut être en proximité avec l'autorité de contrôle, et puis il faut parfaitement maîtriser aussi la réglementation locale. Donc voilà, donc en fait on a un DPO groupe et puis des DPO qui étaient un peu moins en avance que nous, auxquels on donnait des outils qui leur permettaient effectivement d'aller plus vite. Ils étaient preneurs de rentrer dans cette dynamique puisque ça leur allégeait le travail. Donc voilà, le message, c'est apporter vraiment une plus-value à
nos filiales plutôt que d'apporter simplement du contrôle et du planning avec des contraintes. Voilà. Alors un autre point important, c'était de faire ce qu'on appelle des remontées de non-conformité, puisque tout ça, il y a des plans de contrôle. Hein. Dès le départ, dans les 15 projets, j'avais le plan de contrôle, ce qui n'est pas toujours la plupart du temps fréquent que d'avoir le plan de contrôle dès qu'on lance un projet. Et une fois qu'on a les plans de contrôle, eh ben, on doit regarder des sujets de non-conformité avec des plans d'action et des remontées au comité de risque. Voilà. Donc dans le domaine de l'assurance, c'est très contraint, il y a des couches et des surcouches de contrôle, donc il y a les moyens aussi de remonter dans des instances dirigeantes le comité de risque tous les 6 mois, eh bien, les actions qui n'avancent pas ou les dysfonctionnements ou effectivement éventuellement les fuites de données, des incidents. Voilà, donc des indicateurs, des tableaux de bord à mettre en place qui permettent aussi de manière très visuelle avec des codes couleurs. Alors on a commencé vert, orange, rouge et puis après j'ai mis noir pour faire encore plus peur parce que bon et là le noir ça marche bien auprès d'une direction générale. Donc voilà, c'est l'urgence des urgences. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, si tout est urgent, plus rien n'est urgent, mais il faut être capable de faire des distinctions. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'avoir créé un comité privacy. Donc, ça, c'est une de nos idées qui va, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas être tout seul dans son coin. Il faut tirer toutes les dynamiques de l'entreprise. Donc, dans le comité privacy, qui est présidé par le DPO, on a le DSI, parce que effectivement, il va avoir des budgets, il va avoir des actions à mener. On a le secrétaire général qui est rattaché au directeur général. On a le directeur de la conformité, on a le RSSI, avec lequel on travaille au coude à coude, et puis on a le patron de la production informatique, qui se doit aussi de mettre en œuvre les recommandations et les plans d'action. Donc ça, ce comité privacy se réunit tous les 3 mois avec des comptes rendus et des plans d'action qu'on suit. Voilà. De la même façon, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. On a créé il y a maintenant 5 ans donc, le comité éthique de l'intelligence artificielle. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a une petite lutte de pouvoir entre le DPO qui se disait moi je suis tout nommé, prédéterminé pour gérer ça. Et puis nos amis actuaires, les actuaires, ce sont des personnes qui manipulent de la donnée et puis qui vont créer des modules souvent d'intelligence artificielle avec des nouvelles techniques. Avant, c'était avec d'autres outils. La donnée fait partie de l'outil de production d'une compagnie d'assurance. Donc il n'y a rien de très révolutionnaire chez nous. Par contre, là, c'était de se dire qui pilote les algorithmes et qui donne son OK. Donc voilà, donc l'idée, c'était de trouver un compromis, d'avoir une approche collégiale et de faire en sorte que le DPO soit sollicité pour tamponner l'algorithme. Comme vous savez, le problème de l'algorithme, c'est que parfois c'est des boîtes noires, mais effectivement, il faut être capable aussi quand même de comprendre la finalité, de savoir sur quelles données on se base. On peut voir que de temps en temps, on a du mal à cadrer nos amis actuaires qui vont faire du web scrapping, par exemple. Ils vont aspirer des données, dès qu'une donnée qui dépasse, ils l'aspirent. Voilà. On voit qu'il y a quelques années, c'était pas si évident de savoir si c'était autorisé, pas autorisé, même s'il y avait une certaine jurisprudence. Voilà, donc de temps en temps, il faut avoir une ligne claire, même dans un environnement juridique incertain. Donc on s'est dit qu'on allait créer une charte de l'intelligence artificielle, savoir ce qu'on avait le droit de faire, pas de faire, est-ce qu'on avait le droit de vendre nos données, pas nos données, on avait des données de santé, des choses délicates. Et il était important aussi que toute l'entreprise soit associée à cette même dynamique et que justement cette charte nous fédère. On voit que effectivement on a une certaine éthique, que ce qui sort maintenant de la réglementation n'est pas du tout à l'opposé de ce qu'on avait dit. On était plutôt prudent
voilà, dans l'utilisation des données. Et déjà, on cherchait justement à effacer des données. Comme vous savez, sur un certain nombre de données, le droit à l'oubli s'impose en matière d'évaluation de risque de santé, par exemple, pour certaines maladies. Voilà, donc ça c'est important d'autant plus que la CNIL cherche toujours à focaliser là-dessus. Effectivement, les assureurs sont des méchants qui fichent les gens. On va dire que voilà, tout ça est un débat. Et il faut faire preuve aussi de pédagogie auprès de la CNIL. Si les gens sont évalués sur le risque, c'est pour que justement le montant de la cotisation soit pas disproportionné. Car ne pas faire de sélection, c'est en fait à long terme au détriment de bon nombre, parce que ça nécessite d'augmenter la cotisation. Donc voilà, il faut aussi faire comprendre cela. Il est important après de passer à une autre étape, c'était d'obtenir des labels éthiques. Vu qu'on en avait tout à l'heure, on avait des outils, on a cherché à faire expertiser nos algorithmes sur la base d'un certain nombre de critères, avec des lots, des médailles, bronze, argent, or, bon, simplement pour être capable de se challenger et regarder sur tout le spectre de l'utilisation de la donnée si on était en maîtrise. De la même façon, cette entreprise proposait aussi des services à d'autres banques sur l'évaluation du risque. Donc il est important de cloisonner les données, de les anonymiser et de ne pas les croiser au-delà du droit qu'on en a. Voilà. Ce qui est important aussi, peut-être, c'est de regarder que le registre de traitement doit être actualisé. Hein. J'ai vu ce matin qu'on en parlait. Une fois qu'on l'a fait, il faut l'entretenir. Hein. Je rappelle simplement que si on était correspondant informatique et liberté, on devait déjà avoir un registre de traitement. Hein. De la même façon que l'effacement, le droit à l'oubli, hein, c'était déjà dans la loi de 78. Hein. 78, il y en a un bon nombre qui n'étaient peut-être pas nés. C'était déjà, ça s'imposait même si on l'oubliait. Voilà. Donc, des processus d'actualisation du registre. Chaque année, chaque directeur de business unit doit valider son analyse de risque, c'est-à-dire CPIA, ou ses AIPD, si vous préférez, avec ses registres de traitement et avec un bout de tampon. C'est-à-dire qu'en gros, si le directeur de la business unit cache quelque chose ou ne déclare pas un traitement, effectivement, il est en responsabilité. De la même façon, le patron de l'IT doit valider tous les traitements. Et bien sûr, à la fin, il est important d'avoir une publication et une espèce de photographie pour que chaque année, au mois de juin, on ait quelque chose d'actualisé. Comme on le disait tout à l'heure, il faut faire ça bien sûr au fur et à mesure, mais on s'est donné comme contrainte d'avoir une publication chaque année pour être certain. Alors le processus est long, hein, je ne vous cache pas que ça prend 6 mois. Donc il y a des personnes qui sont dédiées à ça, et effectivement, dès qu'un processus bouge, dès qu'une analyse de risque bouge, il faut être capable de le noter, et on n'a pas trouvé mieux que de faire cette revue annuelle. Alors on parlait ce matin, je crois, de réseau de RIL. C'est super important de réussir à monter un réseau de relais informatique et liberté. Hein. Donc aujourd'hui, nous, on a un comité qu'on réunit tous les 3 mois, on a 50 relais informatique et liberté, on les a même doublés, hein. Donc pour que quand il y en a un qui est en vacances, les travaux continuent. Et on les a formés, demandé à ce qu'ils montent en compétences, c'est-à-dire que par exemple ils doivent avoir suivi les 4 modules de la CNIL, donc avoir validé ça. On les challenge, on les forme et on leur fait faire des petits jeux. Par exemple, on a créé le jeu des 7 erreurs avec des clauses, donc on leur met des clauses, il faut trouver 7 erreurs dans la clause avec des équipes pour créer une dynamique. On a créé aussi un Pictionary, on fait les Pictionary avec des concepts RGPD, on a fait des mots croisés, il faut trouver les définitions des mots, on a fait un jeu de loi également. Bon, essayer de rendre un peu
ludique le sujet qui est parfois un peu barbare, et puis créer une bonne ambiance. Voilà. Ce réseau de RIL, ça constitue aussi un vivier, hein, c'est un vivier de l'équipe DPO. Moi j'ai commencé il y a 15 ans, j'étais tout seul. Maintenant j'ai une équipe de 10 personnes, à plein temps, mais on balaye maintenant effectivement finement, puisqu'on gère on donne un coup de tampon à tous les contrats. Hein, on n'a pas parlé des contrats avec les fournisseurs, avec les processus achats, etc. Voilà, donc c'est énorme, surtout quand on commence à vouloir le faire en plusieurs langues et à piloter aussi les DPO dans une logique RGPD, parce que même si on est au Brésil, même si le Brésil a une loi qui ressemble fortement, on a cherché à déployer le RGPD dans toutes nos filiales de manière homogène, dans une logique d'entreprise, considérant que, effectivement, ça faisait partie de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que on a parlé du Privacy Day. Voilà. En conclusion, ce qui est important, à mon avis, c'est bien d'associer les gens, c'est de faire en sorte d'être en contact avec eux, d'apporter que des solutions, de ne pas être vu comme quelqu'un de contraignant, même si c'est difficile, il faut toujours apporter une solution et montrer qu'on est, comme disaient certains, business partners, hein, parce qu'autrement on va chercher à nous éviter. Et ce qui est important, c'est bien sûr d'avoir des contacts dans l'entreprise, d'avoir des capteurs pour être capable de remonter les choses. Et on le disait tout à l'heure aussi, c'est d'entraîner à la gestion de crise. Moi je suis un ancien de la gestion de crise, j'ai fait ça 10 ans. Donc il y a 15 ans déjà, je faisais des crises cyber, et il faut être capable de solliciter avec les différents niveaux d'alerte, hein, les niveaux service, direction générale, faire des exercices de crise, que ce soit des crises de n'importe quelle sorte, hein, et les crises logistiques comme des crises sanitaires, comme des crises cyber, ça doit suivre à peu près le même schéma, avec des particularités, et capable de solliciter la direction générale si c'est nécessaire. Parce que comme vous savez, une crise, ça, la plupart du temps, ça a lieu le vendredi soir et pendant un pont. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'associer les métiers, le RSSI, le DPO, l'IT, la communication, et puis de gérer la surprise, de ne pas prévenir et de jouer sur la surprise. Bon, juste une petite anecdote, une fois j'avais préparé une gestion de crise, tout était prévu, c'était à l'époque encore où vous êtes présentiel, et le jour de la crise, le jour de l'exercice, il y a eu une vraie crise. Les gens ne comprenaient pas. Mais ils disaient, vraiment, il est super réaliste, ton exercice, vraiment, c'est fantastique. Voilà, donc il faut être capable aussi de basculer avec un code. Souvent, dans le métier, on dit exercice, quand vous êtes sur un exercice, et quand vous ne donnez pas ces informations, ou dans vos messages, ou dans vos coups de téléphone, c'est que vous êtes en réel. Donc il faut être capable de aussi, pendant l'exercice, basculer en réel, parce que ça peut arriver. Voilà. Et ce qui est important aussi sur les exercices, c'est d'avoir des retours d'expérience pour être capable de faire en sorte de ne pas se faire coincer deux fois. Alors peut-être en conclusion, et je répondrai à vos questions si vous le voulez, c'est peut-être de se dire qu'il y a une dimension vraiment humaine dans ce sujet, si on veut que tout le monde se l'approprie, parce que c'est au quotidien qu'on doit détecter des traitements, des données, et dans toutes les relations avec nos clients comme avec nos partenaires, on est confronté au RGPD. On pourrait peut-être dire qu'on va peut-être plus vite tout seul, mais qu'on va beaucoup plus loin, c'est quand on est tous ensemble. Merci.